On ne sait rien, on ne voit rien. Parfois, il y a des enfants qui disparaissent. On en a vu un qui chevauchait un poisson. Une enfant, ça doit pas sortir seule. Ça se fait gober en un rien de temps. Quand les monstres sont là, c'est dangereux. On est précieuse. Une décennie que l'eau est partout, sur les terres et jusque dans les villes. Celle qui les accueille a tenu plus longtemps que beaucoup d'autres. C'est le lac qui a finalement eu raison d'elle en plusieurs vagues acharnées. La conjonction de pluies diluviennes, de barrages qui cèdent dans les montagnes et du fleuve engorgé en aval. Une décennie que l'eau est partout et donc que la profession de scaphandrier est devenue l'une des plus recherchées. Dans le monde d'avant, Boris et Salomon, réunis par le hasard des mandats, faisaient le sale boulot, s'immerger dans les stations d'épuration, au fond des réservoirs nucléaires, le long des barrages et des ports. Depuis la submersion des villes, leurs compétences s'arrachent et sont rémunérées en proportion. Ils n'ont pas leur pareil dans le milieu, surtout en ce qui concerne la part obscure de leur activité, la revente d'objets précieux, de métaux rares, de sculptures célèbres ou de joailleries trouvées par les fonds. Deux mercenaires du même âge, reliés par une complémentarité évidente, unis, au-delà des humeurs et des coups de grain, par la règle d'or des scaphandriers, arrangés à leur sauce. C'est notre vie qu'on se confie, on se remonte à la surface, mais sans oublier le trésor. Salomon se tortille, cherche la fermeture éclair dans sa nuque et arrache sa deuxième peau, découvrant la toison drue et sèche de son torse. Il dispose les pièces de l'équipement autour de lui et essore la combinaison en frissonnant. L'acouphène lui perce les tempes. Il n'a presque rien vu qui vaille la peine, il en a sa claque, plie son bonnet, se masse l'épaule. Je le sens pas, ce trou perdu. Ses mâchoires crispées lui donnent un air féroce. Boris a l'habitude des emportements de Salomon, mais cette fois, il n'a pas envie de se montrer conciliant. Il s'assied en face de lui, place un gobelet en inox dans sa main. Il verse le breuvage, il le tient du regard. Écoute, ici c'est différent. J'ai promis à la petite colombe qu'on explorerait les fonds. C'est pas n'importe qui, et j'ai besoin de ton aide. L'aube se lève et avec elle le ciel devient une aquarelle au ton de dragée. Un archipel de collines se dessine autour d'eux, séparés par des atolls d'immeubles qui émergent de l'eau et composent la majeure partie du paysage. En arrière-plan, les montagnes existent toujours. Celle du sud est reconnaissable à ses cicatrices d'extraction. Au sommet, le terminus de l'ancien téléphérique, désuet, réfléchit les premières lueurs. La disposition des massifs et ces structures métalliques qu'ils ont heurtées ne laissent plus aucun doute.
Il se trouve bien au centre-ville, près de l'ancien lit du lac, juste à côté de la gare Engloutir. Salomon hausse un sourcil, contemple les rues inondées par la fenêtre. C'est une collision erratique de barques, pénichettes, canots à hélice, gondoles, vaporetto. Venise inspire. Entre les tours, parfois inachevées, s'élancent quelques ponts suspendus, raccordés à des plateformes flottantes ou sur pilotis. Des câbles zigzags reliant les étages au ponton où sont déchargées les marchandises. Plus loin, en direction de la montagne, Salomon distingue des pylônes qui affleurent, probablement un viaduc d'autoroute ainsi qu'une forme ovale, gigantesque, qui doit correspondre à un stade d'autrefois. Il faut être fou pour rester ici. Ou avoir de bonnes raisons. Je ne veux pas vous mentir. Depuis 10 ans, notre territoire continue de perdre des habitants, volontairement ou non. Le défi est immense. Ceux qui restent sont attachés à l'âme de la cité. Ils croient au programme d'assèchement. Notre petite métropole reste riche. La décrue va finir par arriver, j'y crois. Il faut tout faire pour la préparer. Ceux qui sont restés seront les pionniers de la nouvelle cité sèche. C'est leur espoir que j'essaye d'incarner et leur souci partagé des générations futures. Et vous, Boris, Salomon, vous allez contribuer à sauver la ville. C'est là que vous intervenez. Vous êtes mandaté pour dénicher des tubes de ce type. Ils peuvent être vieux de plusieurs décennies et ils contiennent des cartes, système d'évacuation des eaux, altitude, des plans directeurs pour le développement du territoire. Plus personne ne sait exactement ce qui s'y trouve, mais ils permettront de dresser une cartographie complète de la ville, d'identifier les zones solides, d'estimer les dégâts, de préparer la décrue. Il y a du travail. Mais je dois d'abord vous parler des silures. Vous savez sans doute que les silures n'aiment pas la lumière. Ceux d'ici vont contre leur nature. Ils résistent aux pollutions, semblent se plaire dans les eaux les plus insalubres. Ils n'ont pas de prédateurs, s'introduisent régulièrement dans les bâtiments inondés. Certains sujets, nés bien avant la catastrophe, atteignent des dimensions impensables. Ce sont des poissons agressifs, ils sont tellement nombreux que leurs mouvements de masse peuvent entraver la navigation. Il y a eu des accidents, mais ce n'est pas tout. Les silures s'en prennent aux enfants. On a la ville pour nous depuis des jours, c'est du jamais vu. On plonge aux endroits qu'on a repérés, on mémorise, on remonte certains objets, les plus légers comme on peut. On se prête les palmes, on retient les emplacements des autres. On les nettoie pour mieux les retrouver plus tard. L'eau est déjà moins dégueulasse. Elle s'éclaircit chaque jour. Elle s'éclaircit chaque jour, on sait que les gros poissons y sont pour quelque chose. On ne les croise pas beaucoup, mais on voit qu'ils sont là, les nids qu'ils font. On joue à faire peur aux minus en trifouillant dedans avec des bâtons. Ce serait bien plus compliqué sans les silures, alors on les respecte. Quand on plonge pas pour des objets, on se retrouve sur les hauteurs. Comme plus personne sort, on se permet de marcher sur les toits. On rassemble les trouvailles sur les terrasses condamnées pour les ramener à la grande serre. On prend des chaises longues, des tables basses. Des ampoules électriques et même un générateur. On sait où trouver du diesel. La pluie dérange pas, au contraire. On s'en sert pour disparaître plus facilement. Et de toute façon, on est mouillé tout le temps alors. On aime qu'elle rende les plantes plus puissantes. Dans notre jungle, surtout, c'est magique. Les arbres, c'est comme Les s'ils arbres, pensaient mieux. c'est comme s'ils pensaient mieux. Il y a des mangues qui se développent. Tétard jure qu'il a vu en tout camp. On se couche sous les plus grosses plantations
Et on prend nos aises, on se relaxe. On construit un podium pour raconter des gags ou montrer un talent. On grandit pas. On grandit pas. On grandit pas. Ça pourrait durer comme ça tout le temps. Je compte jusqu'à 7, et puis on... Non, jusqu'à 8 et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, j'arrive. Ma maman elle m'a dit que c'était un kaitobi. Et en fait un kaitobi, ben, on peut voir dessous. Bon, si tu joues pas, je joue pas non plus. J'ai une idée. Là c'est le poste où on doit faire l'aigle. Et là c'est le poste où on doit... Je fais l'aigle. Et quand je me transforme en ours, eh ben, tu dois compter jusqu'à 8 et dire la liste des planètes. Remontez au 16e jour. Par Boris et Salomon. Les 2 scaphandriers. Une borne hydrante rouge écaillée. Un petit boudin en or. Un garde-fou en inox. Un miroir de circulation intact. Ah, le panneau avec le nom de la ville. Une grande bâche bleue. Et une sculpture de chat en pierre super lourde. Un Karcher pour nettoyer les yourtes. Ah, le tuyau d'une souffleuse. Un rack de boîte aux lettres collective. Une toute petite pelle mécanique. La moitié d'un caillebotis de plaisance. Le néon rose d'un lupanar. La vie reprend. Au ras de l'eau, les rondins roulent vers de nouvelles constructions. Des conteneurs et des bidons ficelés à des sacs remplis d'air circulent. C'est ainsi que les denrées s'échangent, se négocient. À tout coin de rue apparaissent des radeaux de taille variable. Ce sont des magasins dont l'enseigne clignotera ce soir grâce à l'énergie solaire. Un marché flottant découvre ses corbeilles étanches de céréales, même des fleurs. Au pied d'une tour, un rectangle de bouée orange délimite une zone de baignade surveillée, vide. Dans l'encadrement d'une porte-fenêtre, un père ramène fermement un enfant vers l'intérieur. Quelques terrasses ont rouvert sur d'anciens toits. C'est le brouhaha de la vie courante. Au menu d'un restaurant, rillettes de perche soleil et salade d'algues.
À la faveur d'une lanterne au propane, sous le ciel encore clair de la ville en lambeaux, installé sur un rocking chair, Salomon décèle le tube remonté par Boris. Bruit d'air encapsulé qui se libère, odeur de bibliothèque mal aérée. Le tube contient 3 cartes réalisées sur papier fin, les angles sont piquetés de minuscules oursins. Il est question de plans marais, de renaturation de cours d'eau, utile pour Colombe peut-être. Le quadrillage et les courbes de niveau sont effacés par l'humidité. Les quartiers de papier ont l'air d'îles flottantes. Salomon ne reconnaît rien. Boris, lui, situerait peut-être. Mais Boris n'est pas là. Boris sent que son compagnon garde quelque chose pour lui. Parfois, il le surprend dans la salle de bain, assis dans l'eau froide de la baignoire, les yeux clos, pratiquant ses exercices de respiration. Est-ce son acouphène qui le taraude ? D'autres fois, il l'aperçoit dans sa chambre, par la porte entr'ouverte, recroquevillé, dans le lit, sous une couverture militaire. Salomon grommelle, prétend qu'il rêve. « Laisse-moi dormir. » Boris n'insiste pas, lui aussi a un secret. Et ces bizarreries de Salomon lui permettent de s'échapper sans avoir de compte à rendre. Car dès la tombée de la nuit, quand son associé rejoint sa chambre, Boris se soustrait au confinement. Il sort en catimini, en direction de la clairière. On sait très bien quand il débarque à la clairière, vers la tombée de la nuit. C'est pas tous les soirs, mais presque. On lui a créé un chemin pour qu'il arrête de s'enfoncer comme un loup. Comme un lourdeau. On l'accueille toujours avec des armes pour rappeler qu'il tient le couteau par le manche. On l'autorise jamais à aller plus loin. À nous suivre dans la jungle. Il commence par regarder les arbres. Il les trouve beaux quand on lui laisse. Il prétend qu'avant, il y avait jusqu'à 12 personnes habillées en orange pour réfléchir à la bonne taille des chênes et des platanes. Il raconte beaucoup, on laisse dire. On laisse dire. Quand il avait notre âge, il faisait ci, il mangeait ça. On penserait pas qu'il est si vieux quand on le voit bouger. Ou si on regarde sa peau, parfois elle est moins ridée que la nôtre. Il faut dire qu'on passe notre vie dans l'eau et que ça fripe. Souvent, on s'assied et c'est donnant-donnant. Il nous raconte la ville d'avant. Et on lui parle de ce qu'on a localisé sous l'eau. On décrit avec nos mots. On se dispute. Il nous calme et il nomme. On apprend à quoi ça servait quand l'eau était pas là. Quand l'eau était pas là. On sait très bien quand il débarque à la clairière, vers la tombée de la nuit. C'est pas tous les soirs, mais presque. On lui a créé un chemin pour... Au matin, c'est clarté. Boris a perdu le compte. 10, peut-être 11 jours de confinement, pendant lesquels il n'a pas vu Salomon mettre le nez dehors, ni sourire. La dernière nuit a été plus calme, la pluie a cessé d'un coup, et ce matin, en ouvrant la fenêtre, c'est l'occasion, inespérée, il n'y tient plus. Il entre dans la chambre adjacente et retire la couverture d'un geste. Salomon ouvre des yeux ébahis, se dresse sur les coudes. Que fait Boris en maillot de bain ? Viens avec moi, c'est plus possible. Il faut que tu vois. Dans la pièce du bas, Boris saisit la poignée de la porte et la fait coulisser en entier d'un seul mouvement. Le soleil force Salomon à se protéger les yeux. Il baisse progressivement la garde, la rétine s'habitue, les couleurs reviennent, pigment par pigment. Puis, c'est la stupéfaction. Ils y voient aussi nettement que devant un aquarium, jusqu'à l'autre bout de l'ancien centre-ville. Ruines d'immeubles collés d'alluvions, d'autres encore debout, dressés sur plusieurs étages dans le fond des eaux, fragments d'enseignes ou de néons. Barrières métalliques, lampadaires qui supportent des herbiers gracieux, plastiques multicolores en tout genre. Des architectures de toutes les époques, des axes en rayons, des ronds-points, des véhicules immobiles dans les rues délabrées, des platanes encagées devenues algues géantes. Plus loin se devine le sillon d'un ancien fleuve et d'une rivière, la base de la vieille ville et cette vaste plaine sableuse couleur brique
losange atypique dont Boris se souvient bien, sur laquelle se distinguent les restes d'une dernière fête foraine. Des faisceaux de soleil percent depuis la surface 5 mètres au-dessus, où un groupe de harles-bièvres plonge et replonge, carreaux d'arbalètes fondant sur des bancs de spirlin vert argent. Plus bas, entre des forêts de cheminées, des centaines de truites glissent et changent de direction dans un ballet énigmatique. Tout est recouvert de petites moules zébrées, à l'exception d'un toboggan rouge, étincelant et propre, posé sur une terrasse envahie par les algues. Mais ce ne sont pas des truites que nous sommes venus voir. Pas vrai, Salomon? Boris pointe du doigt les anciens toits vers le bas de la baie vitrée, l'autre main sur l'épaule de son binôme, qui avance avec précaution vers la vitre sans la toucher. Ils réapparaissent, 10, 15, 25 peut-être, un clan. Cela ressemble à un rendez-vous. Regarde. C'est beau. Remontez au 19e jour. Des mousquetons et de cordes neuves. Des wagonnets de trains fantômes. J'arrive pas à lire. Un canapé d'angle avec un truc bizarre au bout. Des boîtes de photographie décolorées. Une lanterne de chantier toute blanche. Une installation de fitness sur bas. Un pédalo en forme de cygne. La structure métallique d'une pergola. Le toit d'un abribus. Une jambe en bronze. Plusieurs autres pions d'échecs, que des blancs. On s'en fout, on a déjà tout des noirs. Une gouttière en cuivre. L'enseigne d'un bar tabac. Le bulbe de lampadaire, un bulbe de lampadaire tulipe, un lot de 100 tuiles intactes. Des jours que Salomon attend ce moment. Un frisson lui remonte la colonne vertébrale. Il est enfin seul. La lumière s'altère,
Le vent forcit et Salomon respire de mieux en mieux. Il ralentit, pose ses pagaies en travers de l'embarcation et laisse baigner sa main à la recherche d'un indice. Il se penche, le cœur battant. Une forme allongée bouge tout près du canot, mais ce n'est qu'une branche qui remonte et atteint la surface, rappelant un mammifère en manque d'oxygène. Puis c'est la silhouette d'abord incompréhensible d'un arbre planté dans l'eau. Un baobab, songe Salomon en sachant que cela n'est pas possible. L'idée lui plaît. La foudre lui fait tourner le cou, encore lointaine, mais parfaitement découpée dans le bouillonnement des cieux. Il compte les secondes et le tonnerre l'entoure. Les premières gouttes le frappent, il tremble de tout son corps. C'est là, sous les hautes eaux, où vit encore le fleuve élargi, qu'il se cache. Il sait ce qu'il doit faire. Dans l'eau libre, enfin. Salomon nage sans effort sous la surface noire, c'est une caresse. Malgré la turbidité, il les reconnaît tout de suite, une trentaine d'entre eux, amassés contre la silhouette d'une cabane engloutie. De toutes les tailles, ils forment une boule mouvante, un entrelac de glissements et d'ondoiements. Les bouches effleurent les corps, les nageoires frôlent les queues, c'est une matière qui pulse en elle-même, circulaire, fluide. Sous l'eau, les silures palabrent et Salomon danse. La masse remuante se tourne vers lui, canalisée, ils sont face à face, Salomon et les silures. Les mots s'écrivent dans l'espace de son esprit. On est regroupé autour du corps qui a perdu sa couleur d'eau. La peau du visage est devenue aussi glauque que les marécages derrière les vitres de la grande serre. Les barbillons arrachés ressemblent à des écrevisses recroquevillées dans la vase. Les fragments de nageoires, on les fait sécher, on plonge les mains dans les entrailles froides qui glissent entre les doigts, on reconstitue le corps. On reconstitue le corps et on le déconstitue à la fois. On chasse les mouches. On récupère les os, certains sont cassés. Broyés, mais on connaît leur position dans l'anatomie. D'autres ont complètement disparu pendant le carnage. Le grand crâne est troué, comme pour un troisième œil. On prend des branches, on fabrique une civière, puis un lit de roseaux. On a l'habitude, on a fait pareil il y a quelques jours avec Renette. On colle les feuilles avec la gomme d'acacia. On dépose la civière sur le sol, ça trône au milieu de la grande serre. On décore le pourtour avec des pissenlits et des fleurs d'hibiscus. C'est seulement quand les gestes s'arrêtent, quand ça pèse à l'intérieur, qu'on pleure. On dit rien, on pense à rien de spécial. En tout cas pas aux gens. En tout cas pas aux parents. On pense qu'à lui, à ce gros poisson. On sanglote et ça culmine.
C'est des larmes de rage qui filent dans le cou mais qui lavent rien des dégâts du jour. Rien des dégâts du jour. Avec sa force dans nos larmes et dans nos ventres. On honore le silure mort et on sait qu'on devra le venger. En quelques heures, la ville change. Elle l'a déjà fait par le passé, plus ou moins violemment, elle continuera de le faire. En prenant de la hauteur, il nous serait peut-être possible de la cartographier, de saisir son image en cet instant précis. Nous verrions qu'il se tienne au bout d'un lac qui devient fleuve, un fleuve plus large qu'il ne l'a jamais été, néanmoins contenu entre deux chaînes de montagnes, un fleuve qui se dirige inexorablement vers la mer. Nous verrions encore, en regardant bien les variations de couleurs et de mouvements au ras de l'eau, d'immenses poissons qui remontent ce fleuve, depuis le sud, de plus en plus nombreux, confiants. À bonne distance des ruines, nous verrions quelques îles, dont celle-ci, amas de broussailles flottant comme une bulle ou un champignon bigarré. Nous y découvririons du mouvement, des cris de toutes sortes, une agitation prolifique et désordonnée, des constructions modulaires faites d'anciennes grandes serres, de volières et de cages ouvertes, de bras articulés de pelleteuses, de cockpits de trams et de pylônes montés en tipi. C'est ainsi que nous serions tentés de nommer ces structures qui ne ressemblent pourtant à rien de ce qui existait avant. Nous verrions que c'est un endroit où il est possible de vivre, le seul, à vrai dire, sur ce territoire d'eau. Et dans le chaos des immeubles qui sombrent, nous verrions un corps flottant, mi-homme, mi-poisson, les mains derrière la nuque, ondulant dans les vagues, le regard flou et apaisé, la quiétude des grands jours, le jour des silures.
enseigne, Anne-Sophie Subilia, Mathieu Roux et moi-même Daniel Duata. Merci à Philippe Constantin pour son accueil, à toute l'équipe des Bains du Paquis. Merci à la Fureur de Lire aussi pour nous programmer dans sa grille. Et puis on a des livres, si jamais, qui sont vendus une vingtaine de francs. On peut les vendre juste là dehors au soleil. Il y a un apéro, je crois, qui est prévu aussi. Mais c'est là-bas, sur la terrasse. Sur la terrasse, là-bas. Donc restez encore un petit peu, discuter, prendre des livres, on peut mettre des signatures dedans et puis prendre l'apéro au soleil. Voilà. Merci pour votre présence dans cette vidéo.